Bonjour à tous, je suis Hervé Benazzi, je suis le président d'Archipel. J'ai l'honneur aujourd'hui d'animer le lancement du comité stratégique entre la Fédération française des professionnels de la blockchain et la Fédération des tiers de confiance du numérique. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Alain Boban qui va, avec Rémi Oscan, introduire cette session. Et on aura ensuite un certain nombre d'intervenants. Et donc, j'animerai en deuxième partie de session une table ronde. Et avant ça, Fabrice Croiseau, qui préside le groupe de travail blockchain au sein de la FNTC, nous présentera donc la feuille de route et les enjeux de ce comité stratégique. Donc, Alain, je vous passe la parole avec grand plaisir. Merci Hervé. Juste quelques mots d'abord pour vous dire que cette aventure est née. J'ai la copie du mail le 16 2020. J'adressais alors un message à la Fédération de la blockchain. Monsieur le Président, j'ai suivi avec intérêt la réunion du 28 octobre dernier. Seriez-vous favorable à la mise en place d'échanges entre nos deux organisations? Quelques heures plus tard, le même jour, Rémi me répondait « Je vous remercie pour votre message et me réjouis de votre volonté de favoriser la collaboration entre nos organisations. » Voilà, donc l'aventure pouvait démarrer et je m'en félicite et je suis heureux de vous voir nombreux participer à cette réunion. Je vous salue toutes et tous. Nous le savons, le marché numérique doit inspirer un sentiment de sécurité. C'est pourquoi il a besoin de favoriser l'essor d'une industrie créatrice d'usage de confiance. Une industrie qui doit être sous-tendue par des acteurs capables de produire et de développer cette confiance. Dans le domaine de la blockchain, comme dans tous les autres secteurs du numérique, le marché doit d'abord s'agencer sur l'intelligence et sur l'expertise des professionnels qui portent. Nous, FNTC, nous considérons qu'il est indispensable que ces professionnels renforcent leurs atouts technologiques et scientifiques en s'appuyant fortement sur les valeurs fondamentales prônées par les tiers de confiance. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et peut-être pour répondre également à des interrogations comportementales et sociales, il est important de maîtriser le progrès et de réhumaniser judicieusement la blockchain. Il est donc urgent, nous le pensons, de solidifier ces rouages afin d'éviter une révolution réglementaire. C'est pourquoi par rapport et par-delà les travaux spécifiques qu'elles vont entreprendre, nos deux organisations doivent s'attacher à élaborer une stratégie de confiance. Je suis tenté de dire une politique de confiance et susciter l'émergence d'un modèle de tiers de confiance de la blockchain. Ça nous permettra de rassurer les utilisateurs, les pouvoirs publics, probablement aussi de freiner l'intervention d'intermédiaires douteux et puis aussi de refroidir l'excitation des régulateurs. Alors, à ceux qui prétendent que la blockchain est aveugle, je dirais qu'un aveugle ne doit pas être guidé par un autre aveugle car ils tomberont tous les deux dans un trou. Je vous remercie. Merci Alain. Merci beaucoup Alain pour cette mise en perspective et il est vrai, ces discussions que nous menons depuis un certain temps maintenant et dès la création de la FFPB en octobre dernier, il semblait impératif d'avoir une approche extrêmement fine par secteur d'activité et surtout travailler main dans la main avec les acteurs qui vont être amenés à utiliser cette technologie, notamment les tiers de confiance du numérique. Effectivement, bien longtemps, nous avons souhaité faire une opposition idéologique entre la technologie blockchain qui, par essence, permet de désintermédier un certain nombre d'opérations et les tiers de confiance qui, eux, finalement, ont vu peut-être dans cette technologie une menace peut-être sur la permanence de leurs activités et des services qu'ils délivrent pour certaines professions depuis plusieurs siècles maintenant.
lorsqu'effectivement on a une approche pragmatique, eh bien, on peut transformer ces potentielles menaces en opportunités pour les tiers de confiance du numérique qui, du fait d'un monopole réglementaire pour certains d'entre eux ou d'un monopole de fait pour d'autres, doivent pouvoir s'inscrire aussi dans cette révolution numérique qui leur tend leurs bras. Effectivement, éviter qu'il y ait d'autres, notamment les géants de la tech, qui viendraient proposer un certain nombre de services qui sont historiquement proposés par ceux-ci. Et je suis ravi de voir que non seulement la Fédération nationale des tiers de confiance a su entrevoir les bénéfices de ce partenariat avec la FFPB, mais également l'impérieuse nécessité de travailler de façon intelligente et collectivement pour atteindre très rapidement des solutions qui permettent de faire progresser notre économie, de permettre aux tiers de confiance de s'inscrire eux-mêmes dans la transformation digitale de notre société, mais aussi de pouvoir défendre l'étendard français à l'échelle supranationale. En tout cas, j'ose l'espérer. Et remercie l'ensemble des acteurs qui vont contribuer au sein de ce comité stratégique, dont certains d'entre eux aujourd'hui vont s'exprimer, à l'image d'Archipel, d'Orange, de la CDC ou encore à travers l'intervention de Cyril tout à l'heure, portant sur le rôle des huissiers de justice notamment en matière de force probante. Merci à vous pour votre implication et je l'espère, à très vite pour des résultats de ces actions. Merci Rémi. Fabrice, je te passe la main. Oui, merci Hervé, merci Rémi et merci Alain pour cette introduction, ces introductions très complètes. Donc moi, je vais me focaliser sur les enjeux que l'on essaiera d'aborder dans le cadre de ce groupe de travail, aussi nos objectifs et finalement notre output. À la Fédération des tiers de confiance du numérique, nous avons démarré les travaux autour de la blockchain il y a maintenant 4 ou 5 ans. Je me souviens qu'à ce moment-là, en tout cas dans les entreprises qui sont les nôtres, on disait, on avait la conviction, certitude c'est un grand mot, mais la conviction que les crypto-actifs ou les crypto-monnaies en tant que telles avaient un futur qui était très questionnable. Mais par contre, que la technologie sous-jacente, qui est la blockchain, était vraiment porteuse d'avenir, était porteuse d'un potentiel important. 4-5 ans après, force est de constater que on ne voit pas beaucoup de projets qui sont vraiment d'envergure, qui sont mainstream, utilisés par beaucoup d'utilisateurs, de clients, de citoyens qui utilisent la technologie blockchain. Par contre, on continue beaucoup à parler de crypto-actifs, de crypto-monnaies, etc. Donc, on est à peu près en termes d'usage, on n'est pas très loin finalement de là où on était en 4 ou 5 ans. Par contre, on a pu explorer un certain nombre de potentiels, de cas d'utilisation pertinents, aussi de cas d'utilisation non pertinents de la technologie blockchain. Reste à mettre en place les business models et également les propositions de valeur qui sont vraiment, qui tirent une vraie partie de cette technologie. À la FNTC, on a aussi travaillé vraiment avec des acteurs dont le métier de base est la confiance et la confiance numérique, et dont la proposition de valeur est d'augmenter le niveau de confiance. L'enjeu, la confiance toute seule, en fait, ça n'a pas trop de valeur parce que la confiance doit toujours porter sur quelque chose et doit être là pour favoriser ou pour permettre l'utilisation d'un service qui a besoin de cette confiance. D'ailleurs, comme on le dit, là, je ne vais pas faire un peu de philosophie, mais comme on le dit, dès qu'on utilise un site, notamment un site en ligne, eh bien, il est important de faire confiance, sinon on ne va pas l'utiliser. On utilise Amazon d'abord parce qu'on fait confiance à Amazon que quand je vais commander mon paquet, le lendemain ou sur le lendemain, je l'aurai au prix entendu au départ, livré à la maison. Je fais beaucoup moins confiance à d'autres sites. C'est pour ça que tout le monde utilise Amazon. L'enjeu, au travers de ce groupe de travail, c'est de travailler aussi sur les cas d'utilisation, de mettre ensemble les acteurs dont le cœur de métier est de délivrer de la confiance, et notamment de la confiance numérique, avec des acteurs qui ont des cas d'utilisation concrets de services qui font appel à cette confiance. Et nous avons identifié 3 sujets sur lesquels on va travailler à court terme, qui vont être évoqués d'ailleurs aujourd'hui, qui font appel à des tiers de confiance pour se poser la question de comment ces sujets, ces activités pourraient profiter d'une technologie telle que la blockchain et comment l'écosystème pourrait se réorganiser en cas d'utilisation de la blockchain. Le premier, c'est l'identité numérique, avec un objectif de vraiment démocratiser le déploiement, l'accès à des identités numériques pour pouvoir le plus facilement possible faire la preuve de mon identité sur des services numériques qui soient nationaux ou transfrontaliers. Il y a
pas mal de solutions existent, notamment en France. France Connect est probablement, alors je ne sais pas si c'est la plus utilisée, mais c'est probablement l'une des plus utilisées. Il y en a d'autres. Maintenant, ce n'est pas évident dès qu'on sort des frontières de la France. Et même en France, par exemple, pour être conforme avec une directive telle que PESAN, eh ce n'est pas évident d'utiliser France Connect directement. Donc, l'identité numérique a des sujets centraux et nous avons des sujets centraux, pardon, et nous avons la conviction que la blockchain peut favoriser l'interopérabilité et l'accessibilité à ces services-là. Le deuxième est la preuve. Et là, force probante d'un acte quel qu'il soit, et en tout cas d'un échange numérique. Là encore, on en parlera aujourd'hui, la blockchain, de sa capacité à stocker des informations et à prouver par un moyen de signature électronique, même si ce ne sont pas des signatures électroniques reconnues forcément officiellement, mais en tout cas ce sont des signatures électroniques, de stocker ces preuves-là, à moyen de garantir la traçabilité de quasiment n'importe quel processus. Reste encore à voir comment on fait ça de façon la plus simple possible pour les utilisateurs et quelle est la force probante de ces preuves qui vont être générées et stockées sur des blockchains. Et le troisième, c'est le paiement ou plus généralement le transfert de valeur, puisque, et c'est comme ça que la blockchain est née d'ailleurs, en tant que technologie capable de garantir le transfert de valeurs numériques sans intermédiaire de confiance, de façon complètement décentralisée. Là encore, on va se poser la question de comment les écosystèmes peuvent s'organiser ou se réorganiser autour de la blockchain pour transférer plus facilement ces valeurs. Notre conviction par rapport aux tiers de confiance, tout à l'heure, je crois que c'est Alain ou Rémi, je ne sais plus qui disait ça, qu'au départ, on imaginait que la blockchain allait complètement disrupter les tiers de confiance et les remplacer. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que, ne serait-ce que pour des raisons légales, mais pas seulement, les tiers de confiance en tant qu'entité capable de rajouter des droits ou des credentials sur des claims, en fait, je ne sais même pas la traduction en français de claim, mais en tout cas des propriétés, voilà, des propriétés validées à des entités telles que l'identité. Les acteurs, donc les tiers de confiance, ont tout à fait vocation à rester présents sur des services qui utilisent la technologie blockchain. Et nous avons la conviction que on ne va pas utiliser la blockchain que pour le plaisir, même pas du tout pour le plaisir, mais parce que l'utilisation de ces technologies va vraiment favoriser la démocratisation de l'accès à des services de confiance forte à tout à chacun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que quand on veut, encore une fois, quand on a besoin soit de transactions financières avec garantie vraiment de livraison, on va parler de chèques particuliers, de virements approuvés, de signatures devant notaire ou d'actes de huissier de justice, etc. etc. Aujourd'hui, on peut se permettre d'utiliser ces acteurs et ces workflows-là uniquement pour un certain nombre d'opérations dont le coût dont la valeur est suffisante pour le faire. Utiliser la blockchain permettra très probablement d'abaisser le coût d'opération de ces services-là et donc de démocratiser l'accès à ces services à la majorité des citoyens, de nos clients et de nos utilisateurs. C'est l'enjeu de ce groupe de travail stratégique. Comme on l'a dit, on va se focaliser dans un premier temps sur ces trois sujets. Il n'est pas impossible qu'on en trouve d'autres, ou en tout cas qu'on en précise certains, qu'on se consacre à l'une partie de ces sujets-là. Et à ce moment-là, eh bien, on précisera. L'idée, c'est également d'arriver avec des choses très applicables et des recommandations, soit aux législateurs pour favoriser la mise en place de ces services, soit des implémentations, pourquoi pas, même des preuves, des proof of concept d'implémentation pour valider la faisabilité de l'une ou l'autre chose, ou des recommandations pour la mise en place de ces services ou l'utilisation de ces services. Les adhérents à la FNTC et à la FFPB sont les bienvenus pour participer à ce groupe de travail. Le plus on sera, le maximum de travail on pourra faire. L'enjeu sera ensuite de nous organiser, mais nous aurons l'occasion de le faire lors de la première réunion, dont la date, je ne suis plus certain de la date, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais la date va être annoncée tout à l'heure. Nous aurons l'occasion d'aborder tout ça plus en détail lors de notre première réunion de travail en juillet. C'est en juillet, le 10 ou le 12. Merci à vous, je crois que j'ai passé mon temps. Je vais laisser les différents intervenants participer à la table ronde. Je resterai à disposition pour répondre aux questions s'il y en avait en fin de séquence. Merci à tous pour votre présence en tout cas. Et encore une fois, vous êtes tous les bienvenus pour participer activement au groupe de travail.
Merci beaucoup, Fabrice. Je vous propose de passer à la deuxième partie. L'idée, c'est de vous présenter des cas d'usage où des grands tiers de confiance finalement assurent cette fonction quelque part d'oracle vis-à-vis des blockchains. D'abord, on va commencer avec Cyril Muri qui va nous présenter comment les huissiers de justice aujourd'hui utilisent la blockchain. On aura ensuite une présentation par Antoine de Maisonneuve d'OBS sur l'identité décentralisée sur blockchain. Donc Antoine va nous expliquer ces concepts qui sont en effet au cœur de l'actualité, notamment avec l'initiative du projet de règlement européen autour d'un wallet européen pour l'identité numérique en Europe. Et puis on conclura avec Nadia Filali de la Caisse des dépôts qui nous présentera les cas d'usage dans le secteur bancaire autour des paiements, des cryptoactifs notamment, et d'autres usages pour le secteur bancaire. Et puis, on va donc se garder de la place aussi pour les questions-réponses suite à ces trois petites présentations de cas d'usage. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin. Cyril, je t'en prie. Bonjour, merci beaucoup, merci à tous, merci de donner la possibilité d'intervenir sur ce sujet. Ouais, en fait, on entend souvent dire que les huissiers de justice ont peur de la blockchain. Et en fait, ce n'est pas du tout le ressenti que j'ai en travaillant avec eux. Et en fait, c'est beaucoup plus porteur d'opportunités jusqu'à présent. Et je vais faire ma présentation en 2 temps. Je vais d'abord vous dire ce qu'on a en production aujourd'hui, ce qui marche aujourd'hui. Et dans un second temps, je vais vous dire ce à quoi on réfléchit et qu'on voudrait mettre en production. Donc, le premier cas d'usage qui a été très, très massif chez les huissiers de justice, c'est l'usage de la blockchain pour les preuves d'antériorité, parce que ça permettait de répondre à un besoin des clients. Alors, quel était le besoin des clients? Il y avait une vraie évolution de la part des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand une agence de création faisait une création, elle en faisait une par mois, une par semaine, elle la faisait constater par huissier de justice et ça allait très bien. Aujourd'hui, les agences de création, elles font 300, 400, 500, 1000 créations par jour et elles voudraient créer des preuves d'antériorité pour ces 1000 créations par jour. Le constat de l'huissier de justice répond pas totalement à besoin. Et il y a plein d'huissiers de justice qui pourront, il y a beaucoup de solutions maintenant sur le marché, je ne les citerai pas toutes, mais qui pour répondre aux besoins de leurs clients ont mis en place des solutions pour pouvoir allier la preuve d'antériorité ancrée blockchain et le constat par huissier de justice. Donc, ça a été le premier cas d'usage qui est maintenant un cas d'usage massif. Le second cas d'usage aussi, c'était qu'on a des objets connectés qui vont créer de plus en plus de preuves, des masses de preuves chaque jour. Et en fait, la question, c'était comment conserver ces preuves et comment pouvoir faire un constat d'huissier de justice quand ça serait nécessaire, quand il y aurait un litige. Donc là, ça a été un second cas d'usage, c'est-à-dire qu'il y a des startups avec qui on travaille qui ont mis en place l'ancrage blockchain des preuves et qui, s'il y a besoin, s'il y a litige, sont en mesure de faire a posteriori un constat par huissier de justice, quelque chose qu'on ne savait pas adresser auparavant. Et enfin, troisième cas d'usage sur la preuve d'antériorité, un cas d'usage qui est plus ciblé, c'est la gestion des alertes. On aide aujourd'hui les entreprises à gérer les alertes conformes à la loi 522 et on les assiste ça. L'huissier de justice sert de médiateur entre le lanceur d'alerte et l'entreprise pour sécuriser tout le monde. Le sujet qu'on avait sur cette plateforme, c'est que 2 mois après le traitement d'un lanceur d'alerte, il faut tout effacer, tous les documents, tout ce qui s'est passé. Et en fait, ça nous gênait parce qu'après, on pouvait quand même avoir des litiges sur le traitement de ces alertes, en particulier sur les preuves qui avaient été échangées. Et le choix qu'on a fait pour garder des traces, des hashes de ce qui avait été échangé, c'est d'ancrer ces hashes dans la blockchain. Donc en fait, la preuve d'antériorité, on n'arrête pas de l'utiliser, c'est vraiment quelque chose de massif. Ce qui est très intéressant avec l'usage qu'on en fait, c'est que c'est extrêmement robuste, que ça nous permet de faire des offres de services à moindre coût et cohérent avec l'objectif du client. Et aussi, on lui laisse des preuves qu'il peut réutiliser, qu'il peut conserver, donc c'est vraiment une confiance partagée. Ce à quoi on réfléchit aujourd'hui, on a 2 axes de réflexion. Il y avait un axe sur lequel on croyait avancer beaucoup plus vite, c'est se dire les smart contracts, ça a une vraie puissance, ça apporte vraiment quelque chose, mais ce n'est jamais complet, parce que le smart contract, ce n'est pas le contrat. Et en fait, on se disait, il y aura une place
pour un oracle, et l'oracle le plus légitime sur ce genre de choses, ça sera l'huissier de justice. L'huissier de justice constate au quotidien, c'est son métier de constater, c'est lui qui constate le mieux, c'est lui qui crée la preuve à plus forte valeur. Donc, pour remonter cette preuve du monde réel à la blockchain, l'oracle le plus désigné, c'est l'huissier de justice. On trouve ça toujours, on trouve que le développement des smart contracts est un développement lent, mais on continue à croire à ça et on continue à voir ce qu'on pourrait faire sur le sujet. On croit vraiment qu'il y a de la valeur à apporter sur ça. Et enfin, deuxième sujet sur lequel on ira là forcément obligatoirement, je vais vous raconter comment ça se passait dans le monde papier. Dans le monde papier, un juge rendait une décision qui condamnait quelqu'un à payer quelque chose et la personne qui avait cette décision la transmettait à un huissier de justice pour qu'il l'exécute. Pour être sûr que cette décision n'était exécutée qu'une fois et pas plusieurs fois, et qu'une fois qu'elle était exécutée, elle ne serait pas réexécutée, le papier original était transmis de la personne qui avait obtenu la condamnation vers l'huissier de justice. Et une fois que l'huissier de justice avait le papier original, il faisait ce qu'il avait à faire et de manière schématique, à la fin, il le détruisait. Dans le monde électronique, tout ça est beaucoup plus compliqué. Quand le juge rend une décision électronique, vous pouvez faire des multiples copies, vous pouvez donner ce qui ressemble à ce qui est un original à plusieurs personnes. Donc là, on est vraiment en train de réfléchir à comment on pourrait… Et la meilleure façon de suivre ça, c'est clairement une blockchain pour créer de la confiance. Donc, on travaille sur ça. C'est l'un des deux sujets. Donc, ce qu'on est en production et ce qui est massif, je n'ai même plus les chiffres, mais c'est plusieurs centaines de milliers de cas d'usage par an, c'est des preuves d'antériorité. Ce à quoi on réfléchit, c'est l'oracle et la traçabilité des décisions de justice. Voilà. Et on a fait tout ça en collaboration avec Alain Beauvand, que je remercie pour sa fidélité parce qu'il a la double connaissance huissier de justice et monde numérique, donc ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyril. On va passer à un sujet qui me tient à cœur, moi personnellement, en tant que dirigeant d'Archipel, qui est l'identité numérique décentralisée. Et c'est Antoine d'OVS qui va nous présenter cela. Et du coup, on a quelques slides, je t'en prie. Et j'ai quelques slides que je passerai. N'hésite pas à me dire de changer si tu le souhaites. Pas de souci. Donc, merci. En effet, on m'a confié la difficile mission d'essayer de faire de la pédagogie sur l'identité décentralisée. Alors, l'identité décentralisée, il faut comprendre qu'elle a été conçue pour reproduire la métaphore de ce qu'on a tous dans notre poche, c'est-à-dire d'un portefeuille qui va contenir non pas une identité, mais qui va être capable de contenir un ensemble d'identités. Donc, quand on regarde rapidement ce qu'on a dans son portefeuille aujourd'hui, on va évidemment retrouver des identités régaliennes, la pièce d'identité, le permis de conduire, des identités de santé, des identités bancaires, même des identités d'objets qu'on possède avec la carte grise, des identités professionnelles, etc. Et à ça va s'ajouter toutes nos identités numériques qui existent aujourd'hui. Donc, l'idée vraiment de l'identité décentralisée, c'est de fournir un wallet qui sera installé dans la plupart du temps, en tout cas pour les personnes physiques, sur son téléphone portable. Et l'utilisateur pourra y intégrer toutes ces pièces d'identité. Et évidemment, derrière chacune de ces identités se cache, entre guillemets, un tiers de confiance. C'est-à-dire que la blockchain ne va pas venir, comme on l'a dit, renverser les tiers de confiance, mais va plutôt permettre à l'ensemble des tiers de confiance d'avoir un réseau commun d'échange qui va se centraliser sur le wallet de l'utilisateur. Et dans les dernières semaines, quand la Commission européenne a parlé de mettre à disposition un wallet pour ses citoyens, on est exactement dans ce schéma-là. C'est un wallet qui va permettre de stocker des identités venant de différents fournisseurs et qui seront utilisées par un ensemble de fournisseurs de services. Donc, en dessous, ce qu'on va avoir besoin, c'est évidemment d'un système qui va permettre à l'ensemble de ces personnes de communiquer et d'interagir entre elles, que ce soit les tiers de confiance, les utilisateurs et les fournisseurs de services. Et ça va être opéré par la blockchain. Donc, tu peux passer, Hervé. Donc, une des questions qui revient souvent, mais ça existe déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà des services d'identité numérique aujourd'hui. En quoi l'identité décentralisée va être différente? Si on regarde, au début, on a eu l'identité basique, c'est-à-dire que l'utilisateur va donner ses données à un fournisseur de services en remplissant un formulaire.
On est sur un niveau de sécurité qui est extrêmement faible parce que c'est du login mot de passe et tout le monde n'a pas la discipline pour protéger ses mots de passe correctement. En termes de qualité d'information, c'est du déclaratif. Donc, sauf à mettre en place des processus de KYC par derrière, on est sur une qualité d'information assez faible. Est arrivée la deuxième génération, donc l'identité fédérée, où là, l'idée, c'est qu'on va confier ces données à un fédérateur et c'est ce fédérateur qui va les diffuser aux fournisseurs de services. Alors, on est en termes de sécurité sur quelque chose d'un peu plus élevé, c'est-à-dire que ça permet quand même d'éviter d'avoir plein de logins mots de passe sur plein de sites. Potentiellement, on peut en avoir qu'un seul. Encore faut-il qu'il soit bien protégé. Par contre, en termes de qualité d'information, on est encore sur du déclaratif. Donc, c'est quelque chose d'assez faible. Alors, évidemment, il y a des fédérateurs, si on prend France Connect, où on va avoir un niveau de sécurité et de qualification d'information qui vont être beaucoup plus élevés. Mais ça demande à se connecter à plusieurs fédérateurs potentiellement en fonction des services qu'on va adresser. La grosse différence au niveau de l'identité décentralisée, c'est qu'elle est celle souveraine pour l'utilisateur. Donc, c'est l'utilisateur qui a le droit de vie ou de mort sur ces données et la fédération va se passer non plus au niveau d'un tiers, mais au niveau du wallet de l'utilisateur. Et on va tracer une frontière étanche entre les tiers de confiance qui vont délivrer des preuves qui vont être téléchargées dans le wallet de l'utilisateur et les fournisseurs de services qui vont utiliser ces preuves. Donc là, on va être sur quelque chose en termes de sécurité qui est très élevé, donc c'est jamais parfait, c'est pour ça qu'on n'a pas mis 5 étoiles, qui est assez proche du niveau de sécurité de ce qu'on peut avoir avec la carte de crédit. Et on va non plus s'authentifier avec un login mot de passe, mais avec une preuve de son identité qu'on va fournir aux fournisseurs de services. Autre point important, c'est que cette identité décentralisée, elle est utilisable à la fois dans le monde digital, mais elle est également utilisable dans le monde physique. C'est-à-dire que dans les pays les plus avancés, on le verra juste après, typiquement la Corée du Sud, ils ont dématérialisé leur permis de conduire sur blockchain. Donc, on peut présenter son permis de conduire à un officier de police dans la rue ou à un buraliste pour prouver qu'on a plus de 18 ans. Et celui-ci, il va aller vérifier sur la blockchain que le permis est toujours valide et qu'il a la bonne personne en face de lui. Donc, c'est un système qui est extrêmement robuste et notamment par rapport aux autres systèmes où il fallait se connecter sur plusieurs fédérations d'identité potentiellement pour un service. Là, l'idée, c'est que l'utilisateur va avoir tous ses claims d'identité, enfin ses preuves d'identité dans son wallet et va pouvoir les fournir en une seule fois à un fournisseur de service. Donc, le cas classique, c'est le pré-consommation, où il va être capable de donner son identité régalienne, son justificatif de domicile et son IBAN en un transfert et l'établissement de crédit en face va pouvoir vérifier que toutes les informations sont valides et n'ont pas été modifiées sur la blockchain. Point important, on ne stocke aucune information personnelle sur la blockchain. C'est vraiment conçu dans l'optique GDPR. Ce qu'on va stocker sur la blockchain, c'est la signature du tiers de confiance et le hash des données, donc l'empreinte digitale des données qui sont stockées sur le téléphone de l'utilisateur pour vérifier qu'elles n'ont pas été modifiées a posteriori. Ça crée donc un système extrêmement puissant en termes de combinaison d'informations que l'utilisateur peut manipuler et fournir à des tiers de confiance. Donc, merci Hervé, tu peux passer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à travers le monde, quand on regarde ce qui se passe à l'international, on a ce qu'on appelle, côté Orange, la création d'Internet de confiance. Donc, il faut imaginer le réseau Internet où l'anonymat n'existe plus, où chaque individu, entreprise et voire les objets sont identifiés avec une identité régalienne. Et toutes les transactions qui sont effectuées entre eux vont être notarisées sur de la blockchain, ce qui permet de revenir, entre guillemets, à l'état de la vérité à n'importe quel moment. Et pour faire ça, il y a des gros consortiums qui se montent. Donc, je parlais tout à l'heure de la Corée, qui est probablement le pays le plus avancé. Donc, ils ont un consortium avec leurs gros industriels, leurs banques, leurs assureurs, leurs compagnies privées et le gouvernement. Ils en sont arrivés à un niveau où ils commercialisent des téléphones à authentification blockchain. Donc, il y a notamment le Galaxy Quantum qui intègre un wallet blockchain natif qui permet de stocker donc, son permis de conduire, ses diplômes, ses certificats d'assurance, ses certificats de santé, etc. Et il est massivement utilisé en production maintenant depuis 2 ans. Il y a près de 20 à 30% typiquement des démarches d'assurance aujourd'hui en Corée du Sud qui vont passer par cette blockchain. Plus proche de nous, il y a 1 an, quand on regardait l'Europe, il y avait 2 projets. Il y avait Alastria en Espagne et il y avait l'EPSI. Et aujourd'hui, on est proche de 6 à 8 projets. Mes slides sont un peu anciens.
qui sont en train de démarrer. Donc, Alastria en Espagne, 600 membres, ça opère 3 protocoles blockchain, un protocole d'identité décentralisée. Leur KYC bancaire sera en prod au mois de juin avec un consortium d'une dizaine de banques, assureurs et énergéticiens. On a l'IPSI italienne, donc l'Italian Blockchain System Infrastructure. On a la Dutch Self-Sovereign Identity Framework pour les Pays-Bas. On a ID Union qui est lancé en Allemagne maintenant. Et à chaque fois, c'est la même chose. On voit un grand groupe à la fois de partenaires publics et privés. Et la notion de partenariat public-privé est extrêmement importante parce qu'évidemment, il faut une identité. Et c'est le premier use case qui est implémenté systématiquement et qui permet d'aller implémenter tous les autres use cases par-dessus. Et au-dessus de tout ça, nous, on a la chance, au niveau européen, d'avoir l'EPSI, donc la future blockchain européenne, qui a été conçue un peu comme une blockchain chapeau qui sera capable d'interagir avec l'ensemble des blockchains européennes qui sont en cours de construction et de déploiement. Et en effet, il y a un enjeu de taille pour la France aujourd'hui qui est, on n'a pas encore cette initiative comme peuvent avoir les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Pays-Bas, d'avoir une blockchain qui va rassembler une multitude d'entreprises, de tiers de confiance et d'acteurs et d'acteurs publics pour échanger. Et je pense que ça sera intéressant de voir comment on crée cette dynamique en France dans les prochains mois. Merci Hervé. Merci Antoine. Je vais passer la parole à Nadia Filali désormais. Bonjour à tous et merci Hervé. Donc, je suis effectivement directrice du programme blockchain et cryptoactifs à la Caisse des dépôts. Et à la Caisse des dépôts, on a commencé à travailler sur le sujet en fait dès 2015. On a un fort ADN de tiers de confiance. On nous avait effectivement indiqué que la blockchain pourrait disrupter, même si ce terme n'est pas très joli, l'activité de tiers de confiance et également l'activité de bon nombre de nos clients dont les huissiers font partie et qui sont eux-mêmes tiers de confiance. Donc, on a commencé à regarder le sujet plutôt dans une optique de compréhension du sujet, d'expérimentation. Et au départ, on a lancé un consortium qui s'appelle LabChain en 2015, qui existe toujours, qui regroupe 35 partenaires, banques, assurances, asset managers, start-up académiques, qui travaillent autour des sujets de la blockchain et des cryptoactifs sur les secteurs banque, finance, assurance, et dans une optique alors d'éducation avec une académie, dans une optique d'expérimentation avec un think tank et dans une optique plus de prospective et de compréhension des sujets avec un think tank qui réunit alors les membres et au-delà des membres, ceux qui participent ou qui ont participé à ce think tank. Et dans ce cadre, pour faire le point avec ce qui a été dit précédemment, quand on regardait le sujet de la blockchain, on s'est dit, tiens, une technologie pseudonymique. Donc, quand on a commencé, il y avait Bitcoin et il y avait Ethereum, mais il n'y avait pas grand-chose derrière encore. Une technologie pseudonymique pour traiter des sujets bancaires qui sont extrêmement liés à une réglementation qui permet de gérer nos risques. Est-ce qu'on peut traiter, par exemple, le sujet du KYC? On a commencé avec ça. Ensuite, on a continué sur des cas d'usage plus orientés sur de la finance et on a travaillé également sur la mise en place d'un token euro. Alors, on ne parlait pas encore de MBDC et de CBDC à cette époque-là, de monnaie digitale de banque centrale ou même de monnaie digitale tout court au sens commercial comme Libra ou de banque commerciale. Mais on a commencé à regarder le sujet et d'essayer de comprendre ce que ça apportait comme solution à d'autres problématiques qu'on pouvait avoir. Parce qu'en effet, au-delà de l'AppChain, on a au sein de la Caisse des dépôts et du programme blockchain et cryptoactifs plusieurs natures d'activités. Alors, il y a une activité d'acculturation interne, c'est extrêmement important que les gens comprennent. On a une activité bien sûr orientée plutôt vers les territoires, parce que on peut financer des expérimentations territoriales ou des projets en lien avec les territoires. C'est un rôle majeur au sein de la Caisse des dépôts avec la Banque des territoires. Mais on a aussi un axe qui pour nous est beaucoup plus central et que je vais relier avec deux autres axes, qui est ce qu'on appelle partenariat et services innovants. Faire de la blockchain tout seul n'a pas énormément de sens en tant que tel.
Blockchain, ça permet d'apporter de la confiance dans un système de valeurs complet avec plusieurs partenaires. Donc, c'est plutôt notre activité principale. Et comme le sujet est extrêmement mouvant, on le traite aussi en relation assez forte sur un volet relations institutionnelles à la fois au niveau projet. En français, en participant à la task force montée par la Direction générale des entreprises, mais également en lien avec d'autres acteurs comme le Trésor, l'AMF ou la CPR. Et également au niveau européen, j'ai vu une question passer tout à l'heure sur ce sujet. Il se trouve qu'on travaille avec l'Europe et la Commission européenne depuis 2016 sur le sujet, qu'on a participé effectivement aux travaux de l'Observatoire européen de la blockchain, et on participe toujours sur ce sujet avec eux, et qu'on a participé à la création d'INATBA, International Association for Trusted Blockchain Application, dont j'ai pris la présidence d'ailleurs du board il y a quelques semaines, et dans lequel on a quelques acteurs français, et je ne dirais pas suffisamment, mais on en a quand même quelques-uns, soit des gros, soit des petits, et qui nous permet de travailler sur un certain nombre de sujets, que ce soit la finance, l'identité numérique décentralisée dont on a parlé tout à l'heure, mais des sujets beaucoup plus larges de gouvernance de blockchain, d'interopérabilité, puis d'autres secteurs d'activité sur la santé, l'immobilier ou d'autres choses. Et par ailleurs aussi, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, il y a les sujets sur les psys qu'on suit également. Maintenant qu'on suit les projets et qu'on suit la réglementation, on a un autre sujet, c'est que tout ça n'est pas extrêmement sec en termes de technologie. Il y a beaucoup d'informations plus ou moins vraies et de réactions plus ou moins étayées par rapport à ces technologies. J'ai vu une question de Gilles tout à l'heure sur les blockchains publiques, pardon. Effectivement, quand on parle de blockchain, il y a la blockchain publique, il y a la blockchain privée, il y a des blockchains de consortium, il y a plusieurs usages, etc. Donc, nous, on a fait le choix aussi de travailler avec le monde de la recherche, et notamment avec l'IRT Systemix, avec Polytechnique, avec l'école Polytechnique sur laquelle on a lancé une chaire sur notamment les stablecoins, et je vais y venir. Donc, on a une vision assez agnostique de ces sujets et on le prend de façon assez holistique en traitant plusieurs axes parce qu'on pense qu'il y a franchement des choses à faire et qu'on soutient le sujet depuis longtemps. Et de façon très concrète, on a commencé, comme je le disais, sur une partie exploratoire, d'expérimentation, etc. Et dans notre feuille de route, depuis 2019, notre enjeu n'est plus d'expérimenter le sujet, mais plutôt d'aller à l'industrialisation. Donc c'est pour cela qu'on a lancé d'abord LabChain, qui est une start-up montée avec BNP, Société Générale, Euronext, Euroclear, KCIS, la F2I et l'AFS qui traitent le post-marché sur les titres non cotés. Et là, se pose la question de se dire, quand on traite les titres non cotés sur une blockchain, ce qui est possible en France grâce au texte de la loi Pacte, qui est le premier pays à avoir autorisé ça, comment je traite le lien entre mes titres et mon monde cash. Et comment je sécurise aussi cet accès, en fait, parce que quand on gère des clés, on gère des clés, on ne gère pas forcément une identité. Donc, c'est pour ça que dans la suite de ce qu'on a fait dans l'AppChain sur le token euro, on a aussi lancé un projet de monnaie digitale de banque commerciale en lien avec CACIB, BNP, Blockchain XDev et Tokeny pour tester dans un premier temps ce que veut dire l'émission d'une monnaie digitale de banque commerciale euro pour faire le lien entre ce qu'on appelle la patte cash et la patte titre en fait dans un système de règlement livraison. Et on traite le sujet à la fois d'un point de vue technologique sur deux technologies différentes, en l'occurrence pour commencer Ethereum et Tezos. Et ensuite, on le traite aussi en interopérabilité entre ces technologies et en multidevise parce qu'on essaye d'être le plus proche possible de la réalité en fait, du fonctionnement des acteurs financiers aujourd'hui. Et on traite cela aussi en suivant ce qui se passe au niveau des monnaies digitales de banque centrale. Voilà, on participe à une des expérimentations de la Banque de France en consortium avec un autre acteur de ce point de vue-là.
Donc, ensuite, quand j'entendais dire tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément de sujet en production, en finance, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites sur le sujet. Il y a une entreprise comme Congo qui a levé 29 millions d'euros et qui est censée quand même être en production sur la partie trade finance. Et nous, au niveau de la Caisse des dépôts, on a lancé Archipel avec Engie, EDF, La Poste et la Caisse des dépôts, dont on a confié l'exécution, enfin la direction exécutive à Hervé. Et Archipel, aujourd'hui, est une structure qui permet à la fois de faire de la certification documentaire pour du KYC bancaire, mais pas uniquement bancaire. On vise également d'autres secteurs d'activité, à la fois sur des particuliers et des entreprises. Et aujourd'hui, Archipel est une structure qui est une blockchain qui comporte 13 nœuds, qui a 4 clients connectés aujourd'hui, dont 3 qui représentent plus d'un tiers du marché du KYC en France, qui sont Vialink, Jouve et DocaPost. On a également les greffiers qui sont connectés, donc c'est pas dans le même secteur d'activité. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est que depuis 2015, où on disait que c'était compliqué de mettre en œuvre des projets blockchain et d'avoir du volume dessus, c'est qu'aujourd'hui, alors même qu'on n'est qu'au démarrage, si je puis dire, on a 300 000 ancrages par jour en fait, qui se font dans la blockchain Archipel et on a 20 millions d'empreintes qui sont stockées. Donc, je pense qu'on a, par rapport à ce qui a été dit, on a une réalité qui est multiple. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire des choses et d'industrialiser des choses sur des sujets qui sont relativement simples d'un point de vue technologique et qui sont abordables et compréhensibles des utilisateurs, qui soient business ou retail. On a ensuite des usages peut-être un peu plus compliqués et peut-être moins répandus sur la partie notamment, je pense, notamment aux cryptoactifs, parce que ce n'est pas forcément évident de... Il y a un niveau d'acceptabilité, il y a des niveaux de contrôle LCBFT qui sont à prendre en compte, des choses comme ça, mais il y a quand même des choses qui avancent. Et au niveau européen, je trouve qu'il y a une dynamique extrêmement intéressante, et ce depuis quand même plusieurs années. Voilà. Donc ensuite, on est plutôt favorable à une mixité entre les gros acteurs et les petits acteurs. C'était tout à fait le sens de la chaîne et ça continue ainsi. Parce qu'à mon sens, il va y avoir de la place quand même pour tout le monde. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à bien travailler ensemble. Et j'espère que la Caisse y contribue. Voilà, Hervé. Je pense que normalement, je suis dans le timing. Merci. Tu es un tout petit peu dépassé, mais ça ira. Et je pense que tout le monde le comprendra. Merci beaucoup à vous trois pour ces beaux exemples de cas d'usage qui montrent en effet que, je crois, on passe en phase d'industrialisation de la technologie et qu'il nous manque un petit peu à combler notamment le framework juridique et le règlement IDAS qui arrive normalement va nous aider. Mais je suis très heureux que plein d'acteurs se fédèrent ici pour porter le message fort et confirmer l'essai. On peut, je pense, essayer de passer aux questions-réponses. On voulait garder un petit peu de temps pour le débat. Donc, je serais très heureux que vous posiez vos questions. Il y a eu un peu d'échanges dans le chat, hyper intéressant. Donc, je vois qu'il y a une main levée. Tout à fait, Hervé. Exactement. D'ailleurs, il y a une question très intéressante de Nathalie qui souhaiterait savoir si justement le comité a vocation à chercher des cas d'usage, notamment sur l'identité dont a parlé Orange tout à l'heure, sur la preuve sur laquelle est intervenu également Cyril tout à l'heure, mais au niveau franco-français, est-ce qu'il finalement il existe des comités de cette nature à l'échelle européenne? Je pense que Fabrice, je pense que tu seras en mesure de pouvoir apporter une réponse extrêmement claire à Nathalie sur ces sujets sur lesquels nous travaillons ensemble avec la FNTC. Alors, oui, vous m'entendez? Oui, voilà, mon micro est ouvert. Chercher des cas d'usage, oui, parce que en fait, l'idée, encore une fois, du comité, c'est de regarder dans quelle mesure la blockchain peut apporter de la valeur, donc de la valeur qu'on ne va pas trouver avec d'autres technologies
autour des sujets de la preuve et de la preuve numérique, dont l'identité. Donc oui, nous avons à la fois vocation à trouver des cas d'usage à une identité numérique, mais encore une fois, et là, enfin, on avait aussi l'habitude de dire que la blockchain était une solution qui cherchait ses problèmes. Il ne faut pas qu'on tombe non plus dans ce travers-là de rechercher des cas d'usage un peu non évidents ou un peu tirés par les cheveux à des solutions qui nous paraissent élégantes. Mais aujourd'hui, on l'a vu au travers des différentes interventions. Il y a des choses, il y a des évolutions assez naturelles, même si ce n'est pas forcément porté sur la place publique systématiquement, qui existent. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, les cas d'usage vont venir assez naturellement. On va pouvoir identifier effectivement de nouvelles opportunités, des opportunités qu'il faudra savoir saisir. Mais l'idée, c'est peut-être déjà aussi d'avoir une plateforme sur laquelle toutes les initiatives dont on a parlé là et puis d'autres desquelles on n'a pas parlé aussi puissent se rencontrer et voir comment, en fait, un travail en commun pourrait favoriser le déploiement et l'utilisation d'initiatives qui sont déjà en place et leur évolution en fonction des modifications, des évolutions réglementaires. Tout à fait. Merci beaucoup, Fabrice. Le but est effectivement, pour compléter ta réponse de ce comité stratégique, c'est tout simplement de délivrer des actions extrêmement concrètes autour de l'usage de cette technologie et de dépasser les simples effets de communication et finalement mettre en évidence le fait qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'acteurs en France qui ont déjà soit une solution fonctionnelle qui repose sur l'usage de la blockchain portant sur différents types de services en tant que tiers de confiance du numérique, ou bien justement de pouvoir permettre à ces entreprises qui identifient chacune un besoin similaire de pouvoir travailler ensemble sur l'élaboration d'une solution qui pourrait être portée au plus haut niveau, et cela même au niveau même de la Commission européenne, puisque la Fédération travaille étroitement avec la Commission européenne sur certaines de ces questions, et ne manquera pas en tout cas de vous en tenir informé. Vous êtes la bienvenue naturellement pour pouvoir y contribuer. J'ai également pu constater qu'il y a eu beaucoup d'échanges évoqués par Nathalie Nonnet, notamment sur la question de l'impact de la réglementation finalement sur l'usage de cette technologie, notamment dans la perspective de la révision EIDAS. Je crois peut-être que Hervé, vous avez travaillé sur ces questions-là, et peut-être Cyril pourrait peut-être nous en dire également un peu plus sur la nécessité d'apporter finalement une robustesse réglementaire aux informations inscrites dans le registre de la technologie blockchain, et surtout, comment est-ce que demain, le consommateur, le futur acteur va pouvoir utiliser ces services sans souffrir justement de ces problématiques d'ordre réglementaire. Oui, si je peux apporter des petits compléments d'information, mais parce que c'est un peu le sujet d'actualité, ce projet d'évolution d'IDAS. Nous, on travaille forcément de manière très proche avec l'EPSI et l'Europe chez Archipel sur les sujets d'identité et de valeur probante en blockchain, bien entendu, en préparation de ce qu'on souhaite construire en tant qu'identité autosouveraine. Le règlement est très clair sur le fait que, il y a une partie de ce projet, parce que ce n'est qu'un projet, mais qui est très, très positif pour la profession, selon moi, qui va mettre un cadre réglementaire en Europe, notamment pour cette notion d'électronic ledger, donc de registre, en effet, qui a un registre certifié, donc avec des niveaux de qualification, comme c'est le cas dans d'autres technologies. Et puis, surtout, et ça n'a manqué à personne, cette notion, alors une évolution du concept de EID existant pour les États, mais surtout aussi cette nouveauté qui est le wallet européen d'identité qui peut être construit par des sociétés privées dès lors qu'elles obtiennent les niveaux de certification et qui va, je crois, permettre de construire une identité numérique, alors pas forcément que sur une technologie blockchain et un concept autosouverain, mais c'est quand même le sens de l'histoire, et surtout qu'ils soient interopérables entre les États, entre les systèmes, entre les blockchains. Et donc, c'est sur ces sujets que l'on travaille chez Archipel pour notamment, très simplement, avec nos voisins allemands, faire des cas d'usage transfrontaliers d'usage de l'identité numérique. Mais du coup, le cadre réglementaire qui va arriver, alors il faut compter probablement une bonne année et demie, 2 ans pour que le règlement soit définitivement adopté. Mais avant ça, l'Europe a l'ambition dès l'année prochaine, dès septembre 2022,
de pouvoir soutenir des prototypes autour de l'identité numérique décentralisée, avec des cas qui seraient transfrontaliers, bien entendu, parce que c'est ce qu'on cherche à faire, hein, c'est de se dire il nous faut une norme en Europe pour ouvrir des marchés à la taille de l'Europe aux acteurs qui vont construire ces systèmes. Merci beaucoup, Hervé. Est-ce que éventuellement, Cyril, tu voudrais peut-être apporter un complément de réponse, ou est-ce que Hervé a été ultra complet? Alors, je ne suis pas juriste, pardon. Nous, notre vision, c'est que la blockchain, ça reste un outil et pas un objectif en soi, en fait. Et donc, quand on travaille, si on part d'un règlement et on cherche à se dire comment, ou d'une règle, et on cherche à se dire comment on l'applique techniquement, et la blockchain, ça devient une solution assez souvent. Le souci, c'est pas un souci, c'est que parfois il faut que ça soit audité par la NSSI assez souvent. Et quand tu mets une blockchain, si tu dois auditer la blockchain, ça veut dire que tu as le total contrôle de la blockchain, donc ça exclut les blockchains. Donc c'est à prendre en compte, en fait. Si j'ai bien compris la position de la NSSI sur des sujets comme ça. Donc en fait, c'est des sujets à prendre en compte, mais en partant, il y a le règlement, après il y a son application, après qui l'audite, et après ce que ça donne. Nous c'est des éléments de preuve, en plus, c'est de la preuve technique qui est créée, et après, là-dessus, ça nous permet de faire des constats d'huissier de justice qui sont reconnus par la loi. On voit bien finalement que tous ces sujets impactent les tiers de confiance et aussi ceux qui proposent justement ce type de protocole à l'usage. Et on voit que finalement, il est nécessaire d'avoir une approche à la fois réglementaire, mais également technologique, au même titre que financière et économique. D'ailleurs, la question qui est soulevée par Marius Campos, qui nous dit, même si c'est plus, à mon avis, une affirmation plus qu'une question, tout simplement qui personnellement, avec le respect qu'il a pour les acteurs derrière le projet, je ne ferai jamais confiance à une blockchain ayant seulement 13 nœuds validateurs, alors que les blockchains publiques sont largement matures pour être utilisées à des fins d'identité et de valeur probante. C'est super d'avancer, mais je ne pense pas qu'une blockchain privée permissionnée soit la solution d'avenir. Ce que vous mettez en évidence, en tout cas, Marius, et merci de partager en tout cas votre avis sur la question, c'est la nécessité finalement de créer une infrastructure dont la gouvernance est extrêmement claire vis-à-vis des acteurs pour leur permettre ou non d'utiliser cette solution. L'avantage de la technologie blockchain, c'est qu'elle est quand même extrêmement modulable et qu'on peut paramétrer sa gouvernance à divers niveaux, au niveau protocolaire, au niveau applicatif ou même au niveau de l'accession directement au niveau du produit. Je pense peut-être d'ailleurs que Fabrice, qui a un certain recul sur la conception peut-être de ce type de produit, pourrait nous apporter un peu plus de hauteur sur les aspects, en tout cas technologiques, de l'usage de ces solutions proposées par les tiers de confiance du numérique. En fait, là, j'ai un avis qui n'a pas plus de valeur que mon avis personnel. Là, on va entrer dans des débats qui sont un peu idéologiques Exactement. Blockchain complètement public sans aucun intermédiaire de confiance versus blockchain privé, semi-privé, etc., etc. En général, alors je ne connais pas Marius, enchanté de faire votre connaissance, Marius. Quand j'étais amené à assister de tels débats, souvent c'était poussé par des acteurs qui étaient partie prenante sur l'une ou l'autre des blockchains publiques, avec un très fort intérêt sur l'une blockchain publique. Et en fait, du coup, ça, de mon point de vue personnel en tout cas, ça remettait en cause les fondamentaux en fait, des propos. En tout cas, même si personnellement, même si c'est que, entre guillemets, 13 nœuds, 13 nœuds opérés par 13 acteurs indépendants, c'est déjà pas mal. Quand bien même ce ne serait pas que des nœuds opérés par des acteurs indépendants, même si on en avait la moitié, pour peu que ce soit des acteurs de poids déjà reconnus, c'est beaucoup mieux qu'un seul, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la majorité des services reposent sur la confiance que l'on fait sur un seul acteur. Et ça fonctionne souvent. Ça fonctionne souvent. Donc, moi, j'aime beaucoup l'approche de blockchain publique. Hein, et maintenant, rentrer dans des... Moi, je préfère, encore une fois, ce type de service, force est de constater, encore une fois, qu'il n'a pas apparu sur des blockchains publiques. Alors, est-ce que c'est parce que ce n'est pas possible ou c'est parce que ce n'était pas intéressant? J'en sais rien. En tout cas, il est apparu ici sur une blockchain avec des nœuds opérés par des acteurs. Et donc, regardons qu'est-ce qu'on peut en faire, regardons comment on peut le faire évoluer éventuellement, validons tous les cas d'usage possibles
Moi, je suis plutôt dans cette optique-là plutôt que de remettre en cause des fondamentaux sur des bases théoriques. Un autre sujet, j'en profite, Rémi, qui me tient à cœur aussi, c'est que moi, je trouve que un des enjeux de ce groupe de travail peut aussi être de fluidifier un peu, de faire un peu plus le pont entre tout ce qui est service public et service privé. Je m'explique. Aujourd'hui, le règlement EIDAS, par exemple, s'impose aux acteurs du secteur public qui doivent accepter les authentifications faites par des identités notifiées, etc. etc. L'ensemble des pays, normalement, a mis en place des nœuds EIDAS qui fonctionnent pour peu qu'on ait affaire à des identités notifiées. À ma connaissance, en tout cas quand j'ai regardé, peut-être ça a changé, ces nœuds-là n'étaient pas utilisables par des acteurs du secteur privé pour avoir une forme d'interopérabilité au niveau international. Il y a probablement de bonnes raisons, mais peut-être que l'un d'entre vous saura me répondre sur le fait que je dis des bêtises, ou quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles ça ne soit pas le cas. Mais en tout cas, à partir du moment où des choses sont mises en place qui permettent ce type d'interopérabilité, ça pourrait être utile de voir comment généraliser facilement l'adoption en donnant accès de façon plus simple. Je pense que le même débat avait lieu au départ autour de l'utilisation de France Connect par des acteurs du secteur privé, parce que dans un premier temps, ce n'étaient pas des acteurs du secteur privé. Donc, il y a aussi un enjeu, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives de part et d'autre, le fait de faire des passerelles, de créer des passerelles entre les deux est aussi intéressant, je trouve. Merci beaucoup, en tout cas, Fabrice, pour cette prise de recul. Et je pense que finalement, l'approche du comité stratégique, c'est extrêmement pragmatique. La technologie blockchain est un outil qui peut être utilisé de différentes façons, quel que soit le type de blockchain que vous envisagez d'utiliser, puisqu'elles ne répondent pas forcément aux mêmes besoins. Et je pense que c'est ce pragmatisme-là qui prédominera constamment dans la sélection justement des actions que nous allons mener pour être en adéquation le plus possible avec la réalité. Et je pense que Marius l'a parfaitement compris, d'où son deuxième message où effectivement il remercie les remarques du groupe qui n'ont pas finalement pour objectif de vendre une solution particulière, mais bien d'établir des besoins et des caractéristiques intrinsèques. Et c'est bien l'objectif de ce comité stratégique. Merci beaucoup Marius pour ces précisions. Juste, si je puis me permettre, je pense qu'il y a un sujet qui est important, sans contredire ni Marius, ni Gilles, ni personne. C'est que aujourd'hui, il y a de la réglementation qui est en train d'être mise en place. Il y a des gens qui commencent à comprendre le sujet, à expérimenter des choses, à mettre des choses en production. Et tout n'est pas si simple. Et en fait, parce que moi-même, depuis le départ, je pense que la solution est peut-être d'avoir quelque chose le plus décentralisé possible. Et qu'est-ce qu'on appelle blockchain publique? D'ailleurs, ça peut être une blockchain publique dont on maîtrise la gouvernance, au sens où on connaît les acteurs. Il y a quelqu'un qui disait Tezos, c'est plus acceptable. En fait, Tezos, c'est juste plus acceptable parce qu'on sait qui c'est, etc. Par contre, on ne connaît pas forcément tous les nœuds. Et donc aujourd'hui, quand on met en place un service, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, il y a un sujet d'acceptabilité de la gouvernance, il y a un sujet de responsabilité, il y a des contrats entre des parties qui soient retail ou corporate. Et ça, aujourd'hui, quand vous arrivez avec un sujet de blockchain public, oui, Gilles est un maximaliste bitcoiner que j'adore, mais au demeurant, mais tout n'est pas aujourd'hui acceptable d'un point de vue réglementaire, tout n'est pas accepté par les parties. Donc, je pense que, à mon sens, je trouve qu'on a fait déjà des progrès assez énormes sur le sujet et les choses ont encore vocation à évoluer. Et si aujourd'hui, vous avez des questions sur pourquoi blockchain public, blockchain privé, parce qu'il y a ces questions de gouvernance, d'acceptabilité et de responsabilité des acteurs. Et par ailleurs, si on regarde aussi comment ça évolue, on voit qu'il y a des acteurs et des blockchains, alors pas forcément européennes, mais comme Hedera qui sont en train de se mettre en place ou d'autres, dans des réflexions un peu particulières et différentes de gouvernance. Et toutes ces... Ah non, alors tous les nœuds, alors justement, Nathalie, les nœuds ne sont pas hébergés chez les mêmes. C'est bien le principe, parce que jusqu'à présent, tous les projets privés, il y avait en fait en vrai qu'un seul nœud. Mais le sujet est que je pense qu'il faut que les choses avancent de façon progressive et qu'on arrive à faire évoluer à la fois le modèle économique, à la fois les acteurs, à la fois la réglementation, pour arriver à quelque chose qui fonctionne, qui satisfasse tout le monde et qui ait du sens aussi. Parce que
Voilà. Et puis qu'il y ait des coûts, enfin, il y a aussi des sujets. Typiquement, aujourd'hui, si vous faites quelque chose sur Ethereum en blockchain public et que vous payez 80 € de gaz pour faire passer vos transactions, ça dépend ce que vous faites, mais ça fait cher de la transaction, quoi. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Et c'est vrai que pour rejoindre ce que vient de dire Nadia, un des enjeux de la réglementation, c'est de définir la responsabilité en cas de dysfonctionnement ou même en cas de fonctionnement normal. Or, sur une blockchain publique, la responsabilité, elle est mise à 100% dans la main des gens qui sont à chaque bout de la chaîne. Dans le cas de la transfert en Bitcoin, si je me trompe d'adresse, sur Bitcoin, sur Ethereum, c'est pareil, ben, j'ai 100% de la responsabilité, je prends 100% du risque. Ce qui, même pour des choses aussi simples qu'un transfert de Bitcoin, pose parfois des problèmes. Alors imaginez que si on est dans le cadre d'un transfert de titres avec tout un tas de raisons, avec du collatéral, etc., mettre 100% de la responsabilité dans les mains directes de l'investisseur, personne privée, qui ne serait même pas contrôlée, puisque n'importe qui pourrait investir, ça pose clairement des problèmes. Et aussi, moi, ce que je remarque quand on creuse, c'est que les écosystèmes actuels, s'ils sont là, c'est aussi pour des bonnes raisons. Et donc, reposons aussi, nous, la question des raisons qui font qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Et bien sûr qu'en changeant de technologie, ou en tout cas en faisant évoluer la technologie, on va pouvoir aussi faire évoluer les écosystèmes et les frontières de responsabilité des acteurs actuels. Mais je trouve qu'il faut prendre le meilleur des deux mondes pour justement pour faire évoluer les choses. Alors, je vois qu'effectivement, les échanges ont été très nourris, que ce soit d'un point de vue réglementaire, technique, protocolaire, ou même sur les objectifs de ce comité stratégique. En tout cas, aujourd'hui, on peut constater qu'en tout cas, cette thématique est extrêmement importante, à la fois pour les professionnels de la blockchain, mais également pour les tiers de confiance, et qui vont finalement pouvoir se réunir au sein de ce comité stratégique. Et en tout cas, on est ravis, Alain et moi-même, d'avoir pu effectivement rapprocher nos deux fédérations pour pouvoir échanger sur tous ces aspects. Le débat est nécessaire au même titre que le moment de passer à l'action. Donc, c'est pour ça que nous irons jusqu'au bout du débat, tout comme nous irons jusqu'au bout de la nécessité d'apporter des réponses concrètes et surtout des solutions qui existent déjà, dont certains membres de ce comité stratégique ont pu mettre en évidence aujourd'hui, et qu'il convient d'aller toujours plus fort et toujours plus loin dans la protection aussi des intérêts des acteurs français, puisque cela se joue aussi à l'échelle européenne, puisque d'autres marchés sont structurés et avancés sur ces questions-là, et il est impératif de pouvoir proposer des solutions qui sont viables, de dimension bien sûr européenne, par des acteurs français. Et en tout cas, je vous remercie toutes et tous pour votre mobilisation, et j'aimerais pouvoir passer la parole à Hervé, peut-être sur qui j'aimerais nous toucher un dernier mot avant de clôturer cette belle session. Ben moi, je voudrais vous remercier pour ces débats animés, tous ces bouquets d'exemples. On voit en effet que c'est un sujet qui pose encore débat. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut en effet que les grands tiers de confiance français, et même petits et grands, y trouvent leur place, contribuent ensemble, travaillent ensemble. Moi, je suis très heureux d'initier ça aussi avec vous, et merci de m'avoir laissé essayer d'animer difficilement ce débat. En tout cas, on contribuera à ces travaux avec plaisir chez Archipel. On n'est pas parfait, personne ne l'est. En tout cas, on travaille pour avancer, et on espère qu'on ira loin. Mais voilà, on a besoin que les acteurs se rassemblent. On a besoin de réfléchir avec vous tous. Donc, c'est l'objet de ces groupes. Voilà, n'hésitez pas à solliciter les deux fédérations. Et puis, au plaisir de vous retrouver, certains d'entre vous, dans les prochains groupes de travail. Merci à tous les auditeurs. Merci à toutes les bonnes questions. Et puis, je vous souhaite à très bientôt. Alors, pardon, on a une date, je crois, pour la première réunion de travail qui sera le 13 juillet à 10h. Donc, si vous voulez y participer, prenez contact avec les fédérations. Tout à fait. Merci beaucoup, Hervé. Et alors, a bien lieu effectivement la veille de ce 14 juillet de la fête nationale. Donc, on espère